Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçon de vie. Leçon de vie reçoit pour vous aujourd'hui une personnalité qui aura occupé de hautes fonctions dans la sphère politique et dans l'administration au Burkina Faso. Il a été tour à tour ambassadeur, ministre, député et même président de l'Assemblée nationale. Intellectuel de haut rang, il reste très ancré, très attaché à ses valeurs culturelles et aux traditions de chez lui. Certains parmi vous l'auront sans doute deviné. Notre invité du jour n'est autre que son Excellence, M. Mélégué Maurice Traoré. Bonsoir, M. Mélégué. Il faut enlever Maurice d'abord parce que ça ne fait pas partie de mon identité. D'accord. Mais c'est surtout parce que ça n'existe dans aucun papier officiel sur moi. Mais d'où c'est venu alors le Non, Maurice? c'est venu parce que nous étions dans les écoles des missionnaires. Et on était obligés tous de faire le catéchisme chaque semaine. D'accord. Aussi bien ceux qui étaient les enfants de musulmans que d'animistes et les chrétiens, c'était normal. Il n'y en avait pas beaucoup chez nous de chrétiens. Mais c'était comme ça dans tous les établissements, toutes les écoles primaires catholiques. Il ne faut pas oublier que c'est l'Église catholique quand même qui a créé l'élite actuelle en très grande partie, parce que c'est eux qui avaient les écoles beaucoup plus que l'État. Et à l'époque, quand on y allait, c'était aussi fait pour évangéliser. Oui. Et donc, je me souviens bien qu'on faisait le catéchisme et on le faisait pour pouvoir être baptisé. On ne pensait pas que c'est pour autre chose. Et à notre CM1, on a demandé à chacun de choisir le nom d'un saint. D'accord. Pour avoir un nom chrétien. Et moi, j'ai choisi le nom Maurice. D'accord. Mais en réalité, c'est après que je me suis rendu compte que j'avais choisi le nom Maurice parce que le président de la République s'appelait Maurice. La vérité, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Mais ceux qui me connaissent comme Maurice, ce sont ceux qui étaient avec moi à l'école primaire. Okay. Et puis, alors quand on a quitté le CM2, ceux qui étaient des parents musulmans, les parents leur ont interdit de continuer leur nom chrétien. Ceux qui étaient animistes, la plupart ont gardé leur nom chrétien. Moi-même, j'ai gardé mon nom chrétien jusqu'en 4e. C'est en 4e que j'ai commencé à refuser. À l'époque, si vous m'adressiez une lettre en mettant sur l'enveloppe Maurice, je refusais de lire. Ah oui? Oui. C'est une forme d'extrémisme, ça? Oui, c'était extrémiste. Par la suite, quand même, comme je suis devenu le patron du scoutisme au Burkina, dès que je suis devenu ici, en octobre 68, le chef de la troupe Saint-Louis du collège La Salle, et j'avais beaucoup de rapports avec le cardinal, j'étais son chouchou à l'époque. Et tout le monde s'est mis à m'appeler chef Maurice. Tous, y compris le chef de l'État actuel, puisque c'était mes scouts comme ça. Et c'est comme ça que le nom est parti. D'accord. Voilà, mais je m'appelle Traoré Mélégué. Ok, donc nous rectifions pour dire son Excellence Traoré Mélégué. Voilà. Ok. Mais si vous dites Maurice, je ne vais pas mourir, c'est pas grave ça. D'accord. Avant de dérouler l'émission à proprement dit, nous avons essayé de résumer en 2 minutes qui était Mélégué Traoré. Suivant. Difficile de parler d'un homme comme Mélégué Maurice Traoré. Doit-on parler de l'homme politique, du chef scout, du chef traditionnel, de l'animiste ou du formateur? Il est tout cela à la fois et bien plus encore. Mélégué Maurice Traoré commence sa carrière en tant que conseiller des Affaires étrangères. En 1983, il passe conseiller technique du ministre des Affaires étrangères et très vite, il gravit les échelons. Il devient premier conseiller puis chargé d'affaires du Burkina Faso à Washington et Ottawa jusqu'en 1985. Il est ensuite nommé ambassadeur à Moscou jusqu'en 1988. C'est en 1992 que Mélégué Maurice Traoré fait son entrée au gouvernement au poste de ministre des Enseignements secondaires supérieurs et de la recherche scientifique. Il y restera jusqu'en 1997 avant de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Il sera donc la deuxième plus haute personnalité du pays et cela jusqu'en 2002. Au niveau international, Mélégué sera député CEDEAO de 1999 à 2005. Il sera vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA de 1998 à 2014. Il sera d'ailleurs président de ce comité entre 2007 et 2009.
Au niveau de l'Union interparlementaire UIP, Mélégué Maurice Traoré a été membre du comité exécutif de 1997 à 2002 et président de la commission de l'UIP pour les affaires des Nations Unies de 2009 à 2013. Au niveau de la francophonie, Mélégué Maurice Traoré a été membre du bureau parlementaire de 1997 à 2002. Il faut dire que toutes ces fonctions prestigieuses sont en grande partie le résultat d'une bonne formation scolaire et universitaire. C'est dans son village, à Kankalaba, que Mélégué Maurice Traoré va commencer son cursus scolaire à l'école primaire. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, il intègre le collège moderne privé catholique de Toussiana, considéré comme l'un des plus rigoureux et sélectifs d'Afrique. Il y obtient le BEPC et poursuit ses études avec les frères catholiques de la même congrégation au collège Jean-Baptiste de la Salle à Ouagadougou, d'où il décrochera son baccalauréat série T. En 1972, il intègre l'université de Ouagadougou et s'inscrit dans 2 filières en même temps, au département des lettres modernes et des sciences humaines et au département d'histoire. Il réussit dans les 2 départements et décroche les 2 licences en 1975. Mélégué Maurice Traoré s'envole alors pour la France afin d'intégrer l'université de Bordeaux. Là encore, il s'inscrit dans 2 cursus en même temps, la faculté des lettres et des sciences humaines d'une part et d'autre part l'université de droit et de sciences politiques de l'Institut d'études politiques du Centre d'études d'Afrique noire, CEAN. En 1977, Mélégué Maurice Traoré décroche 2 DEA, un DEA de littérature africaine, antillaise et maghrébine et un DEA en sciences politiques. Il ne s'arrête pas là pour autant. Mélégué s'inscrit et obtient son doctorat en sciences politiques à l'Université de Bordeaux en 1981 et ce n'est pas fini. Il s'inscrit à l'Institut international d'administration publique de Paris et obtient le diplôme de l'IIAP en étant, tenez-vous bien, le major de l'Institut, tous les programmes et toutes les spécialités confondues. Nous sommes là en 1983. Et au cours de la même année, il décroche un DESS de l'Université de droit de Paris Sud. D'énormes connaissances donc que Mélégué Maurice Traoré partage avec les autres. De 1988 à 1997, il sera professeur de droit pratique diplomatique de l'École nationale d'administration de Ouagadougou. Mélégué Maurice Traoré anime régulièrement des sessions de formation au profit de parlementaires du nord au sud et de l'est à l'ouest du continent africain. Médiateur dans plusieurs conflits, il a aussi conduit des missions d'observation des élections, notamment au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Mali et au Bénin. On ne peut parler de Mélégué Maurice Traoré sans évoquer le scoutisme. Il a épousé ce mouvement et en a été l'un des plus grands leaders africains. Il a été membre du comité mondial à la formation des chefs scouts. En plus de l'agriculture et de l'élevage, Mélégué Maurice Traoré est passionné de littérature. Il a publié plusieurs ouvrages et possède la plus grande bibliothèque privée du Burkina avec plus de 16 000 livres. Mélégué Maurice Traoré est aujourd'hui conseiller des affaires étrangères de classe exceptionnelle et ministre plénipotentiaire à la retraite, mais juste une retraite de nom. Il est aujourd'hui chef traditionnel de Bougoula, en pays sénoufo. Il est aussi chef dans la confrérie des chasseurs traditionnels appelée Dozo. Il est vice-président de l'Association des ambassadeurs du Burkina, président du Centre parlementaire africain, président du cabinet international de consultants Africa Consult and Performances. Côté jardin, Mélégué Maurice est un homme marié, père de 3 enfants et animiste pratiquant. Entre ses multiples activités et sa famille, il a trouvé un peu de temps pour partager des leçons de vie avec nous. On pourrait dire que c'est un peu prétentieux de notre part de vouloir résumer en 2 minutes C'est pas grave. un parcours aussi riche. C'est pas grave. Président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays. Quelles sont les responsabilités qu'on a à ce poste? Il faut situer ça dans le cadre du type de régime que nous avons. Nous avons au Burkina Faso un régime présidentialiste, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment présidentiel et qui n'est pas non plus parlementaire. C'est un régime semi-présidentiel. Il y a un excellent livre de Ibriga Luc là-dessus, c'est la Constitution du Burkina qui explique ça très très clairement. Dans ce type de régime, on essaye de faire la balance entre le Parlement et l'exécutif. Alors le chef de l'État a beaucoup de pouvoir, mais ça c'est typique de tous les régimes présidentialistes, c'est-à-dire qui ont une tendance présidentielle. Et puis, entre lui et puis naturellement le Parlement,
qui normalement devrait contrôler l'action du gouvernement, qui doit établir la législation pour le pays et qui doit permettre à toutes les structures de l'État de fonctionner. C'est ça la fonction de consentement de l'impôt, c'est-à-dire par la loi de finances. C'est l'Assemblée qui établit tout ça. Mais ce n'est pas très facile au Burkina pour un président d'Assemblée, comme d'ailleurs pour un Premier ministre, parce que de par l'histoire même de la 4e République, le président du Faso a un poids écrasant. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile, et pour le président de l'Assemblée et pour le Premier ministre de s'affirmer. Mais en tout cas, quand j'étais là, je me suis affirmé. Ça n'a pas toujours été facile sur ce plan. Il fut même une période à cause de la diplomatie parlementaire où quelques personnes pensaient qu'il y avait 3 têtes de la diplomatie au Burkina. Il y a un article de l'Observateur là-dessus qui parlait de cette diplomatie à 3 têtes, c'est-à-dire le président du Faso, le président de l'Assemblée qui était moi-même, et Salif Diallo, qui n'avait pas le titre, mais qui se comportait comme un ministre des Affaires étrangères. Okay. Donc, c'est clair que pour le président de l'Assemblée, on le voit avec Sakandé maintenant, il s'affirme, il n'a pas besoin de demander l'autorisation du gouvernement pour ça. Et clairement, il joue son rôle de deuxième personnalité de l'État. Maintenant, il ne faut pas confondre ça avec la préséance. La préséance, c'est qui vient avant qui. Et nous avons ici copié le système français de 58, où De Gaulle avait imposé que son Premier ministre devienne, pendant les cérémonies, vienne avant le président du Sénat. Il y a eu quelques remous à l'époque. Mais vous savez, même ici, j'ai discuté beaucoup avec Bonyessam, parce que nous avons gardé beaucoup de rapports. Bonyessam, qui m'a précédé à la tête de l'Assemblée, m'a expliqué les difficultés qu'ils avaient eues avec Youssouf Ouedraogo, qui était le Premier ministre, en 1992. Et pendant les cérémonies, au départ, on plaçait le président de l'Assemblée avant le Premier ministre. Et puis finalement, le gouvernement, ils ont dû copier ça à la France. On dit non, en France, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est comme ça que notre Premier ministre, notre président de l'Assemblée vient après le Premier ministre. Après le Premier ministre. Ouais. Ok. Et c'est quoi une journée en tant que président de l'Assemblée nationale? Alors, président de l'Assemblée, une journée, vous êtes au bureau, vous vous occupez de l'aspect administratif. Ça, c'est important, puisque dans le système des pays francophones, le président de l'Assemblée est aussi le chef de l'administration parlementaire. C'est complètement différent dans les pays anglophones. À côté de nous, au Ghana, le chef de l'administration, c'est le secrétaire général de l'Assemblée. Chez nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas occuper un poste de responsabilité dans une assemblée francophone si on n'est pas élu. Donc le président est en même temps. Tu t'occupes beaucoup de l'administration. Tu es aidé en cela par le secrétaire général. Ensuite, tu as le volet, chaque matin, il y a le volet législatif, c'est-à-dire comment faire fonctionner, créer les lois pour le pays dans tous les secteurs. Vous recevez les projets de loi qui viennent du gouvernement et les propositions de loi qui viennent des députés eux-mêmes. Et chaque fois qu'on dit que le gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée les projets de loi, il faut savoir que l'Assemblée n'a pas de bureau. Ça veut dire le secrétariat du président de l'Assemblée. Mais l'expression, c'est les projets de loi, même dans la Constitution, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée. Mais en réalité, c'est auprès du président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, vous avez tous les aspects maintenant, gérer les parlementaires avec leurs problèmes sans fin, parce qu'il y en a tous les jours. Il n'y a pas un jour où le président de l'Assemblée n'a pas à s'occuper d'un député parce qu'il organise une coupe quelque part, parce qu'il va construire un dispensaire quelque part, et vous devez l'aider. C'est à cause de ça que dans le budget de l'Assemblée, il y a une ligne qui est bien fournie, qui s'appelle les interventions diverses, qui n'existe ni à la présidence ni au Premier ministère, et qui permet au président de l'Assemblée de faire toutes les opérations que Sakandé fait, là que les gens ne comprennent pas. Si bien qu'il y a des critiques, mais en réalité, il est dans son rôle, et il y a une ligne pour ça à l'Assemblée. Donc c'est tout ce que tu fais. En tant que président de l'Assemblée, tu dois en même temps penser à la diplomatie parlementaire parce que tu es en rapport avec tous les présidents des 165 parlements qu'il y a au monde au sein de l'Union interparlementaire. Okay. Justement, l'on aime dire, parlant des députés, que ce sont les représentants du peuple. Absolument. Avec du recul, quand vous voyez le rôle de l'Assemblée nationale, les attentes des populations, est-ce qu'effectivement on a l'impression que ces députés-là représentent les intérêts du peuple à l'Assemblée? Alors, il faut voir, quand on parle des intérêts du peuple,
il faut voir ça dans le sens d'abord, parce que la fonction de représentation, c'est la première fonction du Parlement et donc des députés. Et quand on dit ce qu'ils représentent, c'est dans le cadre des fonctions et des attributions que la Constitution leur a confiées. Donc la première fonction de représentation s'applique à l'édiction des lois. Dès lors que le député s'engage à fond pour édicter les lois, alors il représente le peuple. Okay. Comment on ne peut pas réunir les 20 millions de Burkinabés pour voter les lois? Il faut un organe qui représente et des gens qui vont représenter la population. Et c'est ça la représentation et c'est ça les intérêts du peuple. Donc quand on dit que les parlementaires représentent les intérêts, défendent aussi les intérêts du peuple, cela agit également dans la fonction de contrôle. Il revient au Parlement quand le gouvernement dévie ou est en insuffisance sur un point, parce que le Parlement représente les populations, alors il doit intervenir. C'est là qu'intervient la fonction de contrôle. D'accord. Vous avez été également ambassadeur, oui, ministre, oui, député. Oui. Comme je le disais à l'entame de l'émission, vous avez occupé de votre fonction. C'est quoi le secret derrière? Est-ce seulement le travail ou il y a autre chose? Non, c'est le travail. C'est le travail et puis l'engagement. C'est-à-dire que chaque poste que j'occupe, je considère que je dois être le meilleur dedans. Ça, c'est ma philosophie et je crois que ça doit être ça. Je dis toujours aux jeunes, soyez le meilleur dans ce qu'on vous a confié. S'il y a un secret me concernant, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, chacun connaît quelque chose. Même le garibou que vous connaissez, que vous voyez là, il connaît des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez les techniques de mendicité? Vous ne connaissez pas ça. Moi non plus. Vous savez, quand vous êtes sur la route comme ça, les garibous vous voient venir, ils savent qui va donner et qui ne va pas donner. Mais ni vous, ni moi, on connaît ça. Il y a une expertise dans la matière. Ah oui, chacun est expert dans quelque chose. Il faut toujours être le meilleur dans son domaine. Si vous êtes le meilleur, comme journaliste, soyez le meilleur dans votre métier. Justement, vous avez été ministre de l'enseignement secondaire. Ça a été la plus belle période de ma carrière. Moi, je dis ça toujours. C'est à ce niveau-là, justement, quand on forme les futures élites. Ah oui. Est-ce que vous pensez que dans le curricula que nous avions, cela permettait de former effectivement des élites à même de permettre au Burkina de voler haut? Il y a une seule chose qui a manqué et qui manque toujours. Il y a probablement il y a une deuxième. La première chose, c'est que nous avons une formation trop générale. Alors nous avons beaucoup de juristes, beaucoup de politologues, beaucoup d'économistes. Mais aujourd'hui, quand vous construisez votre maison, remarquez bien que quand vous arrivez aux finitions, il n'y a pas de jeunes burkinabés pour le faire. C'est des jeunes béninois, ghanéens, togolais qui le font à Ouaga. Or, ça part d'une distorsion de notre système éducatif ça, c'est typiquement français, c'est-à-dire qu'on donne trop d'importance à ce qu'on appelait les humanités avant. La culture générale. Et puis finalement, on se spécialise soit en droit, soit en économie, soit en mathématiques, etc. Mais l'aspect professionnel, il manque. Probablement aujourd'hui, si on veut vraiment faire une réforme de l'enseignement, j'ai discuté avec le ministre de l'enseignement avant-hier, il faudrait faire ça. Alors, je pense que nous avons une bonne élite, nous avons un bon corps professoral, mais c'est le système qu'il faudrait modifier. D'accord. Oui. Nous allons justement suivre une vidéo d'une personne qui vous connaît assez bien, qui donne un témoignage. Bien, au plan strictement humain, c'est quelqu'un de très abordable, de très sympathique, qui est vraiment très proche des uns et des autres. Son statut, le statut qu'il a eu sur le plan politique et administratif, ne l'a pas éloigné de ses amis, ne l'a pas éloigné de ses réalités sociales et ne l'ont pas éloigné non plus de ses collaborateurs. C'est quelqu'un de très accessible. Sur le plan professionnel, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Mélégué est un cadre très compétent, un intellectuel assumé, pluridimensionnel, qui peut vous parler aussi bien de sciences politiques que de la littérature ou de l'histoire. Et puis aussi sur tout un autre plan, culturel, j'allais dire, c'est quelqu'un qui reste extrêmement attaché à ses traditions. Je ne vous apprendrai là non plus rien en vous rappelant qu'à un moment donné, c'est vous, de la presse, qui aviez titré dans vos journaux le danseur émérite de Kankalaba. Donc c'est quelqu'un qui reste très attaché à ses traditions et qui est tout le temps là-bas pour différentes cérémonies.
Donc je peux dire que c'est un homme très complet, hein, qui assume ses convictions et qui est fier d'être ce qu'il est, sans aucun complexe. Nous sommes restés en contact pendant longtemps et jusqu'à ce que cela se réjaillisse au niveau de la profession lorsque j'ai commencé à être fonctionnaire. L'homme, il y a un mot qui peut le caractériser, c'est la rigueur. Avec lui, j'ai beaucoup appris. La rigueur s'entend par tout ce qu'il vous demande doit être effectivement décliné en objectif et en but à atteindre. Et quand il vous demande un travail, il vous donne ça avec un délai. Il peut vous dire, dans 3 heures, je veux que vous me rendiez le travail que j'ai demandé, ou dans 2 jours, ou dans 24 heures. Donc c'était toujours précis. Et ici en bas. Et tenez-vous bien, quand il met sur un document que je le veux dans 24 heures, ne pensez pas qu'il a oublié. Il a un carnet à côté ou une note également. Et ensuite, il y a le sens de l'organisation. Et là, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il tient ça un peu du mouvement scout. Puisque lui-même, aujourd'hui, jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, il est le président du centre parlementaire panafricain, lorsqu'il fait une formation, il commence toujours par l'approche systématique de la formation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment prendre note, comment organiser la journée pour que la formation soit bénéfique. Vos collaborateurs sont unanimes sur vos qualités humaines et professionnelles. Le scoutisme a-t-il quelque chose à voir Ah oui, avec le ces qualités? scoutisme. Je pense que toute ma formation est venue du scoutisme. J'ai vraiment 2 choses essentielles. C'est le fond du village. Je n'ai connu une grande ville que quand j'avais 17-18 ans. Parce que le collège de Toussiana, chez les frères des écoles chrétiennes, Toussiana était le premier collège au Burkina avant la salle et Toulouma. Mais c'est en pleine brousse jusqu'à aujourd'hui. Si bien que même quand j'étais au secondaire, en tout cas jusqu'en seconde, je ne connaissais aucune grande ville. Je n'ai connu Bobo Dioulasso que quand il était question que j'avais passé le BPC. Vous commencez le scoutisme à quel âge? J'ai commencé le scoutisme, j'étais d'abord dans la Croix-Rouge. Après la Croix-Rouge, j'étais dans la GEC, la jeunesse étudiante catholique. Après ça, j'ai été l'un de ceux qui ont lancé les jeunes témoins du Christ au Burkina. C'est surprenant. Et après cela, à ce moment-là, qu'en même temps, j'ai adhéré au scoutisme en 65. 65, j'étais en 4e, je crois. C'est à ce moment que j'ai commencé. D'accord. On vous est également très ancré dans vos traditions. Ah, ça, je suis dedans. Est-ce que vous avez fait un retour ou dès le début, vous aviez... Ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. En vérité, quand nous étions à Toussana, quand on nous faisait prier, personne ne priait sérieusement, on priait mais en pensant aux fétiches. La réalité c'est ça, on ne voulait pas le dire, mais c'était comme ça. Mais votre cas est quand même exceptionnel. Et quand on quittait, dès qu'on rentre, j'enlevais tous les habits que j'avais et puis je m'habillais. Comme on s'habille chez nous. J'ai toujours fait ça. Donc tous ces engagements de la GEC, Jeunes Témoins de Christ... Oui, mais ça là... C'était pour la forme? Non, ce n'était pas pour la forme, ça correspondait à l'ambiance dans laquelle j'étais. Ça correspondait à ça. C'était plus superficiel, mais la réalité, c'est la réalité, vous savez, la plupart des Africains restent animistes, il ne faut pas vous tromper. Et ils vont faire des choses au village, et quand ils reviennent, ils se lavent comme musulmans, ils mettent des rubans propres là, ils vont à la mosquée, c'est de l'histoire. Et ceux qui sont à l'église catholique, c'est encore pire à mon avis, c'est-à-dire qu'ils ont... Moi j'aime ça, pour moi c'est le sens de l'engagement, c'est formidable, mais il ne faut pas vous tromper dessus, le fond reste animiste. D'accord. La seule chose, la différence avec moi, c'est que j'ai assumé ça, et je continue d'assumer ça. Je serai d'ailleurs au village samedi pour le corona a fait qu'on avait dû différer les grandes cérémonies du Konon. Le Konon, c'est le grand fétiche de notre village et de mon papa. Je serai là-bas pour ça samedi. Mais avant de commencer les cérémonies du Konon, nous devons sacrifier à notre papa et aux ancêtres. Parce qu'ils sont là-bas dans un grand champ. Les chrétiens disent qu'il y a le ciel. Bon, pour ceux qui y croient, c'est bon. Mais nous, on pense que quand on meurt, on va dans un grand champ où il y a tout le monde. Il n'y a pas d'enfer chez les animistes. Et on conçoit que tout le monde est heureux là-bas. Mais nous devons toujours, avant de commencer toute cérémonie, sacrifier à notre papa. Mais
la poule qu'on tue, c'est moi qui la tue. Si je ne la tue pas, mon petit frère ne peut pas tuer un autre poulet après. C'est lui qui me représente au village. Mais donc samedi soir, quand j'irai, c'est moi qui vais d'abord. Mais justement, je reviens... et ensuite, lui, il prend la suite. Voilà, cela me fait revenir au curricula des formations. On se rend compte que dans nos différentes formations, depuis le primaire, le secondaire, ces valeurs culturelles traditionnelles, à aucun moment... Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est l'une des faiblesses de notre système. Vous pouvez même parler de l'histoire elle-même. À l'école primaire, on nous faisait apprendre qui est Duguesclin, qui est le chevalier Bayard en France. Mais on ne nous parlait jamais de la reine Pokou, on ne nous parlait jamais de Yenenga, rien. Mais aujourd'hui, c'est quasiment vrai. Évidemment, ce n'est plus caricatural comme avant, mais prenez les mères qui célèbrent les mariages, vous remarquerez que quand un maire va faire son petit speech devant le couple, le nouveau couple, il va vous amener des citations, toutes tirées de l'Europe, de la France. Il ne connaît même pas un proverbe aussi qu'il doit dire devant les mariés. C'est grave. Il faudrait modifier complètement l'histoire. Il y a des professeurs qui travaillent dessus, qui ont fait des propositions, mais on ne les a pas retenus jusqu'à présent. Et pour moi, il faut revenir à tout ça. Et quant à mon poste de ministre, c'était difficile puisque ça a été l'époque des grandes grèves. Mais sur le campus, mais il n'y a jamais eu d'année blanche avec moi. Et d'ailleurs, les jours de grève, j'allais sur le campus. Comme les étudiants étaient convaincus que j'avais tellement de WAC, que vous étiez blindé. Personne n'osait m'approcher, mais j'allais... C'était vrai ou faux? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça a été vraiment la période pendant laquelle j'ai été le plus comblé dans ma vie administrative. C'est quand j'ai été ministre des Enseignements. D'accord, pourquoi? C'est quoi la raison? Non, parce que c'est un secteur clé. L'une des faiblesses des pays africains, c'est de n'avoir pas compris qu'on doit commencer par l'éducation. Il fut une période, parce que je vais parfois au Mexique, où pour attirer les gens dans l'enseignement, les directeurs d'école primaire avaient le même salaire que les généraux de l'armée. Tout ça pour attirer les gens, parce qu'ils ont su. Et aujourd'hui, vous savez, le Vietnam, malgré toutes les guerres que les Américains les ont combattues, dès qu'ils ont fini la guerre, ils sont aujourd'hui le troisième exportateur de riz au monde. Ils sont devenus l'une des principales puissances scientifiques au monde. Tout ça, c'est dû à l'éducation. Les tigres de l'Asie ont compris ça, que ce n'est pas l'éducation qu'il faut commencer. On peut pas comparer. Vous avez été quand même au cœur du système à un moment donné. Ah oui, pourquoi n'avoir pas influencé pour que... Ah si, on a influencé, mais il faut du temps pour ça. Bon, je vais vous dire un secret, hein. Ce n'est pas un secret en réalité, mon épouse. En 1997, quand on m'a dit d'être président de l'Assemblée, j'ai un peu hésité parce que je ne savais pas que j'allais quitter le ministère des Enseignements. Et j'avais fait à l'époque le plan des 13 universités que vous voyez qu'on réalise dans les régions. C'est moi qui ai fait le plan au départ. J'ai créé l'université de Bobo, pour laquelle personne n'était d'accord avec moi. Je ne vais pas vous citer ceux qui étaient contre, mais il y en avait beaucoup. J'ai créé l'école normale supérieure de Koudougou. Ça, c'est pareil. Et qui est devenu l'université, qui a donné l'université de Koudougou actuellement. Je me souviens bien que l'ambassadeur de France est venu me voir au bureau pour dire que le Burkina n'a pas besoin d'une deuxième université à Bobo. Je lui ai demandé si en France il n'y avait qu'une seule université. Et je lui ai dit de quitter mon bureau. Je l'ai dit, ça a été une crise. Je lui ai dit de quitter mon bureau et quand il va changer de vision, il revient. Un an après, il est revenu me proposer des financements pour l'université de Bobo. Les experts de la Banque mondiale du FMI, c'est pareil. Ils étaient contre l'université de Bobo-Dioulasso. Eux aussi. Et ça a été une vraie bagarre. Et quand ils sont venus me voir, on a discuté. Ils ont dit non. Eux, ils sont prêts à financer, donner des financements à l'université de Ouaga, mais ce n'est pas la peine de créer une université. Je leur ai dit de quitter mon bureau parce que moi, j'ai déjà fixé la rentrée à Bobo-Dioulasso. On a tenté, et surtout Alice Tenrebouka a fait beaucoup de travail à l'enseignement de base. Et la loi d'orientation de l'éducation est née de deux choses. Première chose, nous avons découvert, moi je ne le savais pas, mais elle le savait puisqu'elle m'a eu au bac, comme Ali Tenregogo m'a eu au bac comme professeur, alors que j'étais candidat.
Et elle a fait beaucoup de travail. Et c'est avec elle que nous avons réveillé le Conseil supérieur de l'éducation qui était on avait oublié ça. Et c'est Roch Kaboré qui était Premier ministre qui a ouvert et qui a présidé le Conseil supérieur de l'éducation. Et immédiatement après, nous avons convoqué les États généraux de l'éducation. Le Premier ministre qui était le président Roch, actuellement le même toujours, qui a ouvert. Et moi, j'ai dirigé ces États généraux avec Alice, qui me secondait. Et c'est à partir de là que nous avons voté la loi d'orientation de l'éducation, que le ministre veut reprendre d'ailleurs prochainement. Et de la même manière, j'ai présidé à l'élaboration du plan stratégique de la recherche scientifique. Je suis allé en Europe faire le tour des États et des centres de recherche pour qu'on aide le CNRST à se développer. Et j'avais obtenu du président du FASO, Blaise Compaoré, que chaque année, il y ait une rencontre entre lui et les chercheurs du Burkina dans la salle du Conseil des ministres. Et non, je crois que nous avons fait quelque chose, mais le temps ne nous a pas permis. Parlant à présent de votre vie de famille, de votre vie en société, oui? C'est quoi la famille pour vous? Pour moi, la famille, c'est important. Nous sommes dans un milieu africain où, surtout chez nous, où plus tu as de femmes, plus tu es considéré. Parce que c'est un signe, ce n'est pas seulement une question de femmes, c'est un des signes de la réussite. Je me suis imposé de ne jamais penser à épouser une deuxième femme. Ça, c'est exclu. J'ai toujours été pour la monogamie et j'ai toujours... Y a-t-il une raison à cela, pour le traditionnaliste que vous êtes, quand on sait que dans cette société-là, oui, mais voilà, c'est ça qu'il faut corriger, parce qu'il n'y a pas dans l'animisme quelque chose qui dit qu'il faut épouser plusieurs femmes. Oui, mais en même temps, la pratique devenant parfois la règle. C'est pas une règle. C'est une simple pratique, comme vous dites. C'est une simple pratique. Quand 80% d'hommes se retrouvent avec plus d'une femme. Non, c'est pas 80%. Il y a beaucoup de villages où les gens n'ont qu'une femme. Ceux qui ont plusieurs femmes, c'est ceux qui ont les moyens d'avoir plusieurs femmes. Et je pense que... et puis j'ai toujours eu une idée qui est que, qu'importe d'où vient ma femme. Et donc j'ai été chercher ma femme loin, elle est là, elle est du Burundi. Je l'ai rencontrée dans un séminaire de scouts à Kigali. Et pour moi, la famille, c'est tout. Au-delà de tout ce que je peux faire qui n'est pas toujours bien, la famille reste l'essentiel pour moi. Et je vis pour ma famille. Sinon, je n'aurais pas continué à travailler tel que je le fais. Je vis pour mes enfants, pour ma femme. D'accord. Nous allons suivre une vidéo où des membres de votre famille interviennent. Nous nous sommes connus en 1978. Il était venu à un séminaire de scouts et moi, à l'époque, j'étais une cheftaine guide. C'est à ce moment qu'on s'est connus. Et je peux vous dire que j'étais très jeune, mais j'ai su que c'était mon compagnon de vie. Et nous sommes restés en contact, mais nous nous sommes mariés en 1984. Donc, il y a quand même longtemps, ça fait déjà plus de 40 ans que nous nous connaissons. Il m'a fait le coup, il n'a pas cessé de me dire « Mais tu es belle, tu es belle ». J'ai dit « Non, je ne suis pas belle ». Il a changé, il dit « Ah, mais tu es gentille ». J'ai dit « D'accord ». J'ai dit « Ça, j'accepte ». Donc, on est vraiment restés en contact, on s'est vus, après on s'est revus. Mais on a fait plusieurs années sans se revoir. Mais par contre, on est restés très proches sur le plan épistolaire. Donc, la lettre qui m'a le plus frappée et qui a tout déclenché, comme vous dites, il m'a dit « Bon, je n'ai rien, je suis pauvre, je suis étudiant, mais si tu le veux, est-ce que tu veux m'épouser ?» Je crois que c'est ce mot. Quand il m'a dit qu'il était pauvre, il n'avait rien là, c'est ça qui a fait que j'ai su vraiment que c'était lui. Bon, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui ne doit pas être un menteur. Je dis, ça doit être quelqu'un de vrai. Et j'avoue que c'est cet aspect qui m'a accroché réellement. Malgré ses activités, parce qu'il aime vraiment le travail, il trouve toujours du temps pour sa famille, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça, c'est un côté que j'ai beaucoup apprécié également de lui. À travers ses multiples voyages, bon, il voyage, mais il a toujours son temps, il revient. Bon, par exemple, un autre côté que j'ai toujours apprécié, c'est le fait qu'à midi, les repas se prennent toujours en famille. Le soir également, mais quand il est au Burkina, il n'a jamais raté une seule fois le repas de midi en famille.
Donc ça, c'est devenu une institution. Mélégué Traoré, c'est un homme à part. Un grand travailleur, un chercheur. Comme il le dit lui-même, un enfant de pauvre doit toujours être le premier à s'élever et le dernier à se coucher. Et c'est ce qu'il fait. Il n'a jamais été loin de moi, malgré qu'il était très souvent absent. Mais il était toujours parti, mais toujours là, en fait. Et au fil du temps, au fil de toutes ces années-là, jusqu'à maintenant, il a vraiment changé de figure pour devenir ce monsieur-là que, pour moi, c'est mon numéro 1, quoi, en fait. Parce qu'il sait être à l'écoute, il sait résoudre les équations, comme on dit. Il a su faire comme une transplantation entre moi étant petite et moi étant jeune femme maintenant, en fait. Je ne suis pas riche. Sa phrase c'était « je ne suis pas riche, je ne suis qu'un cultivateur ». Et j'ai grandi avec cette phrase. C'est-à-dire que j'avoue n'avoir jamais manqué de rien. En tout cas, il a toujours fait de son mieux. Je me rappelle qu'une fois, il était allé en mission. Je pense que c'était dans le Burkina. Il était alors ministre, si je me rappelle bien, de l'enseignement. Et il nous imposait en fait un rythme de vie classique pour des enfants. À midi, il faut manger, il faut aller se reposer. Et puis après, au moins la sieste, en tout cas, il fallait la faire. Bon, nous, on était un peu bandits, on aimait bien rouler le vélo et tout ça. Donc, on ne savait pas qu'il revenait en fait de mission. Et en temps, la voiture est là, mon Dieu, c'était la cacophonie dans la maison. J'étais avec mes frères, mes cousins, donc ça courait dans tous les sens pour aller se cacher. Mais bon, malheureusement, la première personne qui l'a vu, c'était moi. J'ai reçu mon lot de coups, et puis les autres aussi, et puis on est tous allés dormir, parce que quand on pleure, on dort bien. Donc ça me fait toujours sourire quand je pense à ça, en fait. C'était pas bien méchant, mais bon, c'était une manière de nous apprendre un peu la discipline aussi, en fait, quelque part. Avec toutes ces responsabilités, comment vous organisez votre temps pour avoir Non, du temps pour la famille? j'ai un principe, c'est d'être toujours à la maison à midi. Même si j'ai des audiences en ville, même si c'est à 15h qu'elle se termine, je viens à la maison toujours pour manger avec mon épouse. L'autre principe, c'est d'être toujours là le soir pour manger mon taux. Je mange 2 fois le taux par jour. À moins que je ne sois hors du Burkina, il ne peut pas m'arriver le matin de prendre du beurre et du pain, ça ne m'arrive pas. Je mange le taux le soir, 7 jours sur 7. Et le petit déjeuner, c'est le taux de la veille réchauffé, ça aussi 7 jours sur 7. Et je me suis imposé ça, donc c'est ça que je continue actuellement. Le taux couché. Le taux couché, comme vous dites. Et ça a un nom chez nous au village, spécial. On dit soutar. Soutar, c'est le taux qu'on réchauffe le matin, mais toujours systématiquement dans un canari. D'accord. Et on le met sur le feu à cause qu'on dit soutar. Et non, pour moi, j'ai déjà dit, la famille, c'est tout. Pour moi, c'est ma raison de toute façon d'être. Évidemment, il y a le Burkina aussi. Je me considère plus comme un homme d'État que comme un homme politique au Burkina, parce que je n'avais pas prévu d'être homme politique de toute façon. Mais la relation à l'État reste fondamentale. Et il y a peut-être ces 2 choses qui comptent le plus. D'abord, ma famille, que ce soit au village ou ici, et puis l'État. Quelles sont les valeurs que vous avez inculquées à vos enfants? Le travail. Le travail, il y a quelqu'un qui vient de le dire, j'estime que il n'y a que le travail qui fait que vous réussissez. Si vous réussissez autrement, c'est suspicieux pour moi. Non, il faut travailler tout le temps. Et comme lui l'a dit tout à l'heure, j'estime que le fils d'un pauvre doit être toujours le dernier à se coucher et le premier à se lever. Si on n'a pas compris ça, on ne va pas réussir. Le fils du pauvre, apparemment, c'est un concept que vous avez assez vendu auprès de votre femme, auprès de votre fille également. Auprès des scouts. Ok. Auprès des multiples scouts également. C'est quoi la philosophie derrière? Le travail. Il n'y a pas d'autre philosophie. Oui, quand on dit je suis le fils d'un pauvre, oui, qu'est-ce qu'on veut faire? Tu dois travailler, sinon comment tu te réalises? De toute façon, tu n'as pas vous n'avez pas d'héritage quelque part, vous n'avez pas d'épargne quelque part.
Demandez aux étudiants, ceux qui réussissent finalement le mieux, ce n'est pas les fils des riches. C'est ceux qui sont vraiment engagés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les fils des riches, il y en a qui réussissent. Mais si vous regardez la proportion, c'est ceux qui ont senti qu'il faut qu'ils se battent dans la vie. Et justement, on se rend également compte que beaucoup de personnes, aussi bien dans la sphère politique et économique, qui sont arrivées à un niveau de réalisation donnée, ont eu du mal à encadrer leurs enfants. Et par moment, quand on voit un certain nombre de déviations dans la ville, on dit que ce sont les enfants des riches. Oui, et ça c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, il y a certaines choses qui se passent dans la ville. Visiblement, c'est parce que c'est les fils, excusez-moi le terme, de gros cul. Sinon, quand tu sais que ton papa même, pour que vous ayez du riz à manger le lendemain, il faut qu'il travaille dur, tu ne vas pas te balader faire des conneries en ville. Non. Mais étant ministre, député, président de l'Assemblée, on n'a pas de mal à avoir du riz. On ne peut pas cacher qu'on a un peu d'aisance. Mais il n'y a pas que ça chez moi. Je vous ai parlé de l'engagement. Oui. L'engagement fait partie de tout ça. Et pour moi, dans un pays pauvre, on ne devrait même pas se reposer. Il y a trop de fêtes fériées au Burkina. Parce qu'on ne travaille pas assez. Et on hurle tous les jours sur l'impérialisme, sur les Européens. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils nous aiment jusqu'à venir voir nous aider? Non. On trouve toujours dans soi-même la source de son dynamisme. C'est comme ça. C'est comme ça pour les hommes, c'est comme ça pour les sociétés. Tant que l'Afrique ne va pas comprendre ça, on sera toujours à la traîne. Parlant justement de fêtes fériées, vous avez été président de l'Assemblée. Oui. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune fête qui soit adossée à nos traditions. On a des fêtes fériées liées aux religions musulmanes chrétiennes, mais aucun jour n'est dédié à nos traditions. Je suis d'accord. Avant d'ailleurs, les fêtes fériées, c'était les fêtes chrétiennes seulement. C'est après qu'on a ajouté le Ramadan et la Tabaski. Et vous aurez remarqué que dans toute l'Afrique, il y a un seul pays qui a eu le courage, dont les dirigeants ont eu le courage de dédier une fête aux religions traditionnelles et à leur tradition. C'est Nicéphore Soglo au Bénin. Le 10 janvier est férié et chômé au Bénin. Chaque année, c'est la fête des fétiches. C'est la fête du vaudou. Et moi, quand j'ai le temps, je vais toujours au 10 janvier au Bénin. Alors ici, on ne l'a pas réussi, mais je sais qu'actuellement, parce qu'il y a des gens qui m'ont vu il y a à peu près 10 jours, qui sont venus au bureau, leur idée, c'est de pousser jusqu'à ce qu'on accepte l'idée même. Ça ne va pas être facile. Hein. L'idée de consacrer une journée aux traditions. Ça ne va pas être facile parce que les hommes politiques que nous avons, les intellectuels que nous avons, ont été tellement formatés et colonisés qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Cela est dû à quoi? Quand vous êtes... ça veut dire que quand de tout ce que vous avez comme formation depuis le CP1 vous met dans la tête que votre religion n'a même pas une religion. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous discutez avec certains intellectuels, ils vous demandent quelle est votre religion. Si vous dites l'animisme, ils vous disent que ce n'est pas une religion. Mais pourquoi ça fait peur autant, l'animisme? Quand vous dites à quelqu'un que vous allez au village, la personne trouve que vous êtes suspect déjà? Non, ce n'est pas suspect, mais il dit que ce n'est pas une religion. Il dit que c'est des pratiques, mais ça, c'est exactement le discours des missionnaires du 19e siècle. Ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup admiré quelque chose chez les évêques du Burkina, surtout chez le cardinal Philippe Ouedraogo, avec lequel on est très amis depuis très longtemps. Quand il y a eu ici le symposium sur la Divine Miséricorde en novembre l'année dernière, eh bien, ils m'ont demandé de faire une conférence sur la religion traditionnelle. J'ai été faire des voix, ils étaient milliers, y compris les évêques, les archevêques, les cardinaux, et j'ai fait mon exposé sur la religion traditionnelle. À la fin, ils m'ont demandé pourquoi je ne transforme pas ça en un livre. Et moi, je pense que c'est cette réflexion qui manque. Et j'ai déjà dit au groupe qui est venu me voir que j'allais les aider. Je leur ai même donné le document que j'avais fait à ça. Mais moi, je crois qu'on devrait avoir... Il n'y a pas de raison d'avoir 5-6 fêtes pour les chrétiens, 5-6 fêtes pour les musulmans, aucune fête pour la religion originelle de tout le monde. Ce n'est pas raisonnable. D'accord. Parlons à présent de votre enfance. Monsieur Traoré Mélégué, oui. Enfant, quel genre d'enfant étiez-vous? Ah oui, mais ça, mon enfance, ce que j'en retiens le plus, c'est mon papa, bien sûr, parce qu'il était très très fort.
En vérité, nous sommes originaires de Sikasso, la famille du roi Tcheba Traoré. D'accord. Et Sikasso, quand les Français ont cassé Sikasso en 1898, à ce moment-là, tous les guerriers se sont dispersés. Il y en a qui sont partis vers la Guinée actuelle, parce que la Guinée n'existait pas. Il y en a qui sont partis vers le nord de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont venus vers l'actuel Burkina et qui sont venus s'installer à Colasso d'abord, à Niantono d'abord, ensuite à Colasso. Et de Colasso, notre arrière-grand-père est venu s'installer à Bougoula, dans une forêt, parce que c'était un dozo. Il faisait la chasse pendant 3 mois, il restait là. Quand c'est comme ça, les dozos, jusqu'à présent, ils restent dans la brousse, ils fument, ils ont des hangars spéciaux pour fumer la viande. Au bout de 3 mois, ils ramènent ça au village. C'est ce qu'il lui faisait jusqu'à ce qu'il a eu l'idée de rester sur place, en appelant ça Bougoula. En fait, c'est le nom du Bougoula qui est à côté de Sikasso. Okay. C'est là-bas que nous venons. Alors, je retiens ça de mon enfance. Mais mon enfance aussi, ça a été surtout la culture. Vous savez, chez les Senufo, on cultive avec des grosses d'abord et à reculons. La plupart des gens dans le monde, quand ils cultivent, c'est en avançant. Chez nous, on cultive à reculons. Ça, c'est vrai pour les Senufo, les Turcas, les Karaboro, les Gouins, les Blés, les Ouara. Et c'est également vrai au nord du... Là où j'ai rencontré ça aussi, c'est au nord du Nigeria. J'ai été surpris de trouver des gens au-dessus d'Abuja. Il y a toute une ethnie qui cultive exactement comme chez nous, avec les mêmes houes et à reculons aussi. D'accord. Alors ça, j'ai retenu ça pourquoi? Parce que à notre époque, c'était l'un des meilleurs moyens d'éducation des enfants. Et tous les jeunes étaient dans les associations de culture. Et je suis resté champion chez moi de la culture jusqu'à mon année de maîtrise à Paris. Parce que je revenais toujours pour ça. Alors ça, c'est certainement l'une des choses que j'ai retenues. Et puis la lutte traditionnelle à l'époque, on luttait beaucoup. Chaque village avait son groupe de lutteurs. Il y a 2 compétitions qu'on avait tout le temps, c'est les compétitions de lutte et les compétitions de la nage. Chez nous, il y a beaucoup de rivières, c'est pas comme ici. Et on avait beaucoup de concours de nage. Chez nous, les enfants dès 7 ans, 6-7 ans savent nager. Et on avait des concours de plongeon, c'est-à-dire on plonge ensemble. Et le dernier à sortir, c'est-à-dire celui qui a pu supporter de ne pas respirer sous l'eau, le dernier à sortir est le champion. C'était assez risqué quand même. C'était risqué justement, vous le dites si bien, parce qu'on a eu un drame. Et on avait un jeune forgeron, ce nouveau forgeron, on a plongé tous. Finalement, nous sommes tous sortis, mais on ne le voyait pas sortir. On s'est dit vraiment, il est fort. Il est fort, et finalement, au bout de 7 ans, il n'est pas ressorti. On a couru aller avertir le directeur de l'école qui s'appelait Traoré, André, un Toussaint de Kédougou. Et il est venu. Et on a sélectionné quelques-uns parmi nous pour replonger, pour aller chercher son corps. Et c'est finalement nous qui avons trouvé le corps. En fait, il s'était mis à respirer sous l'eau pour rester le plus longtemps possible. Naturellement, l'eau a rempli les poumons, c'était fini. Donc, c'était risqué quand même, mais c'était ça aussi nos activités. Oui, comme quoi, à un certain âge, la jeunesse, quand même, on a des défis qu'on veut surmonter. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui s'adonnent à des rites dans les rues, dans les combats. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ouais. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la panthère. Tous les Traorés d'Afrique de l'Ouest ont un seul animal emblème, c'est la panthère. C'est comme Ouangara. Hein? Ouangara, les 30 destins de Ouangara. Oui, mais ça, lui, n'a fait qu'écrire, c'est des choses qu'il ne connaît pas. Tous les Traorés ont un animal qui a en même temps l'emblème et le totem, c'est la panthère pour les Traorés. Le singe pour les Koulibaly, par exemple. Le lion pour les Diarra, etc. Eh bien, je vous assure que quand j'étais petit, on avait un fétiche qui était le gardien du village, hors du village, à l'entrée du village, côté brousse. Quand les sacrifices arrivaient, mon papa et son grand frère allaient dans la brousse, ils ramenaient un lion, une panthère, qu'on venait faire coucher à côté du fétiche. Les premiers poulets qu'on tuait, on les jette à la panthère. Quand il a fini de manger, il y a 2 ou 3 jeunes qui la raccompagnent en brousse. Oui. Oui. Sans que la panthère ne soit agressive. Absolument pas du tout. Et l'autre chose que vous devez savoir, vous pouvez demander à tous ceux de ma génération, parce que je faisais 15 km à pied pour aller à l'école chaque jour.
Et chaque jour, évidemment, le soir, la nuit tombait, il fallait que le papa vienne nous chercher. Parce qu'entre chez nous et l'école, il n'y a pas d'autres villages, il n'y a que la Grande Brousse. Mais quand vous trouvez 2 jeunes ou 3 élèves ce nouveau qui sont des Traoré et le papa n'est pas venu les chercher, si vous regardez bien, il y a toujours à côté du sentier dans la brousse une panthère qui les accompagne jusqu'à la maison. C'est curieux, ça paraît extraordinaire, mais jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a plus de panthères aujourd'hui, les chasseurs ont tout fini, ça. Il n'y a plus grand chose. Si vous trouvez quelques panthères, c'est dans les réserves maintenant. D'accord. C'est des choses qui m'ont marqué pour toute mon enfance. Et puis évidemment, quand on est devenu chrétien, je servais la messe, bien sûr, comme tout le monde. Sans trop grande conviction. Il n'y a pas de conviction à cet âge. On s'engage et puis c'est tout. C'est plus tard que je n'ai pas régné, mais j'ai abandonné. D'accord. Voilà. Suivons à nouveau une vidéo pour écouter les témoignages sur vous. Je connais Mélégué depuis pratiquement notre temps de jeunesse. J'étais encore en 5e, donc dans les années 70, et par la faveur du scoutisme. Et à l'époque, j'étais chef de troupe des scouts de Petit Séminaire de Koudougou, et Mélégué était venu nous rencontrer. Et c'est là que nous avons fait connaissance, et depuis lors, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Parce que Mélégué, c'est d'abord un homme qui aime beaucoup le travail, un homme qui aime beaucoup s'engager et qui croit à ce qu'il fait. Sur le plan social, il a un sens extraordinaire de l'amitié. Mélégué ne renie jamais ses amitiés. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pu l'observer malgré toutes ces années que nous avons passées ensemble. Il est très fidèle en amitié. Ensuite, Mélégué, évidemment, c'est un intellectuel, c'est un monument. Déjà, il nous impressionnait quand on était jeunes par sa vaste culture générale. J'ai eu l'occasion de le côtoyer tout au long de son cursus universitaire. Et on est admiratif pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, il a 3 ou 4 doctorats, je n'en sais même plus exactement, mais en tout cas, il en a plusieurs, sans compter les diplômes supérieurs. Souvent, je lui demandais, mais comment il arrive à faire tout ça? Et le fait, surtout à l'époque où il fallait pratiquement, il n'y avait pas des études à mi-temps. Donc, ça veut dire qu'il avait une capacité d'organisation. Et j'aime bien son mot, effectivement, parce que Mélégué est un homme très, très, très organisé. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu dans cet homme, il est très, très enraciné dans sa culture. Au point où il a amené le scoutisme burkinabé à se transformer. Lorsque Mélégué parlait des réformes, vous imaginez, c'est lorsque moi j'étais encore en première ou en seconde. Et lui, peut-être il venait de commencer l'université. Mais il était très jeune, la vingtaine. Mais il avait compris qu'avec d'autres aînés, mais c'était vraiment l'animateur principal, qu'il fallait que le scoutisme s'enracine, que le scoutisme puisse puiser son essence de nos traditions. Et Mélégué a réussi, bon, ensemble on l'a fait, a vraiment entamé des réformes qui ont été fondamentales pour le scoutisme voltaïque à l'époque, devenait après scoutisme burkinabé, un scoutisme qui a marqué le scoutisme mondial par son originalité. Donc il s'est beaucoup donné donc, au scoutisme, il a contribué à le reformer. Et bon, quelque part, j'aime dire, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons en grande partie avec Mélégué, avec ce que nous avons fait dans le scoutisme. Mais c'est aussi un homme qui est très attaché à sa famille. Malgré toutes ces nombreuses activités, Mélégué, c'est quelqu'un qui est toujours resté très, très proche, très fidèle de sa famille. Et je pense que, de mon point de vue, vraiment, c'est un homme vraiment qui a des qualités exceptionnelles. Bon, quand on dit Mélégué, moi, je renvoie toujours au scoutisme. Hein, c'est l'homme qui vous dit toujours que tout est possible. C'est-à-dire que vous allez le voir, on va dire, chef, il y a ça, il dit, il y a une solution. Pour Mélégué, s'il y a un problème, c'est que forcément il y a une solution. Si je dis amitié, que répondez-vous? Alors, amitié, c'est l'une des choses essentielles chez moi. J'estime que dans la sociabilité,
Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la famille d'abord. Et ensuite, il y a les relations particulières qu'on tisse avec d'autres personnes. Et ça, c'est l'amitié. Et ceux qui étaient amis avec ceux auxquels j'étais ami à mon CM2, on est resté, ou à mon CP1, on est resté jusqu'à aujourd'hui ensemble. De la même manière, tous ceux que j'ai connus et qui ont été mes amis sur la soixantaine d'années, là, c'est toujours les mêmes comme Luc Thiao. Luc Thiao, en 73, 72, 73, il était au petit séminaire de Koudougou, quand j'ai été là-bas pour animer les camps scouts. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître des déceptions également en amitié? Ah oui, mais ça, il y en a, mais je n'insiste pas sur ça, je pense que les hommes sont les hommes. Et comment est-ce que vous les surmontez? Vous pardonnez après? Non, je les surmonte parce que je ne tiens pas ça en considération. Il y a beaucoup qui étaient mes amis. Et quand j'ai connu... Quand j'ai été un peu mis à l'écart, après avoir quitté la tête de l'Assemblée, ils n'ont plus jamais mis pied ici. Ça ne m'empêche pas de les considérer comme mes amis. Il y en a. Si je vous cite quelques-uns, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues, mais ça, ce n'est pas nécessaire pour l'émission. Et en tout cas, je suis resté lié à tous mes amis d'enfance. Et les amitiés d'enfance, c'est comme celle de l'université, c'est celle qui reste le plus. Vos meilleurs amis, regardez bien, c'est ceux avec lesquels vous étiez amis à l'école, au lycée, au collège et puis à l'université. Parce que c'était sans calcul. Les amitiés maintenant, c'est avec des calculs. Mais nous, on n'avait pas de calculs. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment... je pense que c'est l'une des valeurs clés qu'on ne doit pas abandonner. C'est vraiment clé chez moi. Et je ne laisse jamais tomber quelqu'un que j'ai connu. Jamais. Même s'il fait des conneries, je lui dis ce que je pense. Mais on reste amis. D'accord. Nous avons justement essayé de voir si Mélégué Traoré avait des défauts. Nous avons fouiné, cherché. Ah ben il y en a. Il y a un de vos collaborateurs amis qui a essayé de nous en donner un suivant. Il a certainement des défauts et c'est quelqu'un de très catégorique. Quand il vous dit non, ce n'est pas la peine d'insister. Vous avez beau marchander, négocier, c'est fini. Et puis il est très direct, il n'hésite pas à vous dire ce qui ne va pas vous plaire. Donc, si vous avez un certain type de problème, il faut éviter d'aller lui demander des conseils parce que vous ressortirez, vous allez le quitter plus meurtri qu'un nid allant. Donc, c'est un homme très direct et qui ne revient pas sur ses positions, qui assume ses convictions et qui a un franc-parler connu de tous. Et ce n'est pas toujours perçu comme étant des qualités, surtout pour quelqu'un qui est diplomate de carrière par ailleurs. Oui, bon, vous savez, on plaisante beaucoup avec Mélégué. Quand on se voit, on se taquine beaucoup. Ce que je peux citer, c'est qu'une fois, on aimait aller en brousse ensemble. Il a des champs à Kayao et à Bakata. Et puis, un jour, il m'a dit de venir l'accompagner tôt le matin, de venir à 6 heures. Je lui ai dit, moi, je me lève très tôt, il faut que je déjeune avant de quitter chez moi. Non, il n'y a pas de problème, viens. On va manger chez moi et puis on continue. Je vais chez lui à 6 heures, on embarque. J'ai dit, mais on va manger. Il dit, non, tout est dans la voiture. Bon, je n'étais pas très rassuré, mais quand même, je suis rentré. En cours de route, et après Tangen Dassouri, je lui dis, mais écoute, moi, j'ai faim. Il dit au chauffeur où se trouve le repas là. Et le monsieur lui dit que c'est à côté de lui. Il ouvre une assiette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des chenilles. Avec une odeur de tous les ingrédients qu'on peut imaginer. J'étais tellement scandalisé que j'ai ouvert les vitres pour mettre ma tête dehors. Et il a mangé jusqu'à loin, jusqu'à ce qu'on atteigne la brousse. Il était en train tranquillement de manger et de m'insulter. Il dit que je ne connais rien, qu'il n'y a rien de plus nutritif que ces histoires-là, etc. Alors, que répondez-vous pour votre défense? Vous avez fini votre Il n'y a pas de défense, sauf que les chitoumous, c'est-à-dire les chenilles de qualité, outre que scientifiquement c'est très riche en protéines, c'est la nourriture courante à partir du mois d'août dans les villages chez nous et jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, c'est un domaine où il n'y a pas de règles. Et moi aussi, je n'aimais pas du tout les escargots. Chez nous, quand vous dites à quelqu'un que vous mangez l'escargot, il ne mange plus avec vous. Parce qu'on estime que c'est sale. Je ne sais même pas pourquoi, mais on estime que c'est sale. Et bien, jusqu'au jour où
Nous étions, on était à Harare avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Bruno Amoussou, m'a invité dans un restaurant français. Et puis il me dit, mais au moins moi je vois les chenilles pour une fois. J'ai dit non, moi je peux pas. Les escargots. Il m'a dit, mais essaye. Donc j'ai fini par commander des chenilles et je ne pouvais pas regarder les chenilles et les manger. Les escargots ou les chenilles? Les escargots plutôt. Oui. Entre parenthèses, on mange beaucoup les chenilles au Zimbabwe plus que nous. D'accord. Dans les grands hôtels, à midi, si vous arrivez au Sheraton, l'un des principaux hôtels d'Harare, les chenilles, c'est des montagnes. Et ceux qui se jettent le plus dessus, c'est les Blancs. Évidemment, ils sont nés là-bas. Et donc, ce jour-là, j'ai dit non, moi, j'ai fini par commander les escargots. J'ai commencé. Il m'a dit, mais mange, je dis non, je ne peux pas. Il m'a dit, ferme les yeux. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à manger. Finalement, j'ai tout mangé. J'ai trouvé que c'était bon. Quand je suis revenu, arrivé à Abidjan, en correspondance, la première chose que j'ai fait, j'ai été au Maquis du Val sur le plateau et j'ai commandé des chenilles. Ok. Pardon, des escargots. Des escargots. Non, je veux dire que ce que Boli dit, c'est vrai. Peut-être que mon défaut, c'est que je ne tiens pas compte des autres toujours avec ça. C'est-à-dire, je pense que tout le monde devrait manger des chenilles, mais ce n'est pas réaliste. Les Mossi habituellement ne mangent pas les chenilles, mais les Mossi qui sont chez nous, à Banfora, mangent les chenilles plus que nous-mêmes. C'est l'habitude seulement. D'accord. Ok. Si vous aviez un conseil à donner à la jeune génération aujourd'hui, oui, sur le plan professionnel, sur le plan familial, au niveau de la société, comment se comporter, quelles seront les lignes phares? Je pense qu'il faut être entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur de s'engager dans quelque chose. Quelqu'un qui ne s'engage pas, il ne peut pas construire sa propre vie, il ne peut pas construire le Burkina. Et malheureusement, on a une jeunesse, mais probablement c'est peut-être nous aussi, les anciens qui sommes à l'origine. On a une jeunesse qui sait parler. On sait parler, tout le monde connaît tout maintenant grâce aux réseaux sociaux. Même quelqu'un qui ne connaît rien à la diplomatie, il commence à vous expliquer, voilà comment devraient être les choses. Alors que tu es nul dedans. Donc, tout le monde sait que tu es un nénuphar dedans. Et toi, tu veux expliquer. Non. Engagez-vous sur une seule voie, naturellement, et la passion pour ce que vous faites. Vous êtes mécanicien, ayez la passion pour la mécanique. Vous êtes ingénieur ou chercheur, la passion. Vous êtes journaliste, ayez la passion pour votre travail. Et surtout, travailler. Travailler, toujours. Nos pays ne peuvent pas se développer parce qu'on ne travaille pas. On passe le temps à chômer. Vous savez, au début, les fêtes qui étaient vraiment fériées, c'était Noël, Pâques. C'était les fêtes chrétiennes au début, Noël, Pâques. On fêtait toujours le 1er mai comme dans tous les pays du monde, ce n'était pas plus que ça. C'est après qu'on a commencé à ajouter les dates. Et en 1999, le gouvernement a eu l'idée de ramener le nombre de jours fériés à 9. Ils nous ont contactés, nous ont envoyé un projet de loi. La discussion a été tellement difficile que finalement, nous voulions leur renvoyer le dossier. Il se trouve que dans l'Assemblée, si le gouvernement dépose un projet de loi, si jamais l'Assemblée le rejette, le gouvernement ne peut plus amener ce même projet avant 1 an. Mais si c'est lui qui le retire, il n'y a pas de problème. Il peut le ramener à tout moment. Donc moi, j'ai suggéré à l'époque au Premier ministre de retirer le projet. Ils ont retiré le projet. Quand ils sont revenus, ils sont se retrouvés en conseil, ils ne se sont pas entendus. Et le Premier ministre m'a dit, le chef de l'État aussi, d'ailleurs Blaise m'a dit, mais écoute, vraiment prends ça et puis tu te débrouilles avec les gens. Donc nous, on a récupéré le projet. C'était tellement difficile que j'ai fini par créer des groupes de travail. J'ai envoyé un groupe de travail chez les évêques, un groupe de travail à la communauté musulmane, un groupe de travail chez les traditionnels, qui n'ont aucun jour férié d'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure, pour qu'ils nous donnent, chaque groupe nous donne 3 fêtes qui leur tiennent à cœur. J'ai dit, avec ça, nous pouvons. Mais ça a été difficile. Parce que vous aviez des gens, je ne vais pas vous citer les noms, qui sont musulmans, qui voulaient que non seulement qu'on mette le ramadan, la tabaski, le mouloud, les arrières et arrière-pères de Mohamed, les oncles, on ne pouvait pas s'en sortir. Et quand ils ont commencé ça, les Véronique Kando, les chrétiens, on dit que c'est comme ça. On ne doit pas fêter Noël, et pas que seulement. Ils se sont mis à ajouter des choses incroyables de tous les saints du monde. Ça devait être férié. Alors finalement, au lieu de 9, on a
tranché au niveau du bureau de l'Assemblée, on arrivait à 11. Mais 11 fêtes fériées, c'est trop aussi pour nous. Trop. Alors c'est à cause de ça que finalement, nous avons, l'année qui a suivi, enlevé le 3 janvier, qui était férié, les gens voulaient, mais on a refusé. On a enlevé le 4 août et on a enlevé le 15 octobre. Tout ça, on a enlevé parce que nous avons dit on peut en faire des jours célébrés, mais pas des jours fériés. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on devrait avoir des jours fériés. 4 ou 5, ça suffit pour un pays pauvre. C'est le travail qui manque, c'est ce que j'ai dit toujours aux jeunes. Et surtout, n'ayez pas de complexe sur ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, n'ayez aucun complexe. Ne pensez pas que ceux qui sont à côté sont mieux que vous. Ce n'est pas vrai du tout. Ne pensez pas que parce que quelqu'un est professeur à l'université qu'il est mieux que vous. Ce n'est pas vrai. Vous connaissez des choses qu'il ne connaît pas. Toi, vous, en tant que journaliste, vous connaissez des choses que moi, je ne connais pas. Mais je connais aussi des choses que vous ne connaissez pas. L'essentiel est que chacun travaille soit le meilleur dans son domaine. J'ai déjà dit ça au début. D'accord. Au niveau de la vie de couple, après plus de 40 années de mariage, vous avez sans doute des conseils à donner pour tenir son couple en entier. Moi, je pense que dans le couple, il faut surtout dépasser les humeurs. Parce que c'est ça les problèmes avec les Africains. Parce qu'on a forcément, quand on vit ensemble, il ne faut pas confondre l'essentiel et l'accessoire. Il y a des choses qui sont pour moi accessoires. Il faut les dépasser, mais l'essentiel, je n'imagine pas un seul instant divorçant avec ma femme. Parce que j'estime que quand on s'est lié de cette façon, surtout dans mon cas, elle vient de l'extérieur. Si c'était pour l'abandonner après, il ne fallait pas aller la chercher à 10 000 km d'ici. Mais même si vous cherchez votre femme à 10 km d'ici, c'est pareil. On est un, il faut savoir se dépasser, prendre du recul par rapport à soi. Mais il y a des choses qu'on fait soi-même, on sent après que ce n'était pas bien. Il faut avoir le courage de revenir là-dessus. Et surtout, il y a des choses pour lesquelles il faut écouter son épouse. Parce qu'en Afrique, on impose tout à la femme. Ça, c'est notre culture. Il y a des moments où il y a des choses que toi, tu sais que la femme a raison. Mais il faut... pour moi, ça, c'est important. C'est des choses qui sont importantes. Il y a des choses auxquelles la femme est beaucoup plus lucide que toi. Accepte ça. Prochaine étape, justement, on va sur les citations et proverbes préférés. 3 citations préférées. Non, je cite très peu parce que je pense que justement l'un des défauts des intellectuels africains, c'est de faire toujours des citations et des citations qui sont tirées de l'Europe. C'est pourquoi citation ou proverbe? Ça peut être dans la langue locale. Proverbes, ça peut être dans la langue locale. Non, il faut que ce soit la langue nationale. Vous savez, au début, les Européens disaient que les Mossi, les Sunupos n'ont pas de langue. Ils disaient que nous n'avons que des dialectes. C'est ce qu'on nous apprenait à l'école. D'accord. On disait que nous n'avons pas de religion, mais des rites. On disait que nous n'avons pas de musique, mais du folklore. C'était comme ça. On a dépassé tout ça maintenant. Non, nos cultures sont très très riches. Et l'un des proverbes que j'aime beaucoup, c'est la mort et le sommeil, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre la mort et le sommeil. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Oui, bien sûr, la mort, on ferme les yeux. Le sommeil aussi, on ferme les yeux, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Et j'ai dit ça dans la presse récemment à propos de quelqu'un qui m'en a voulu. Parce qu'il se comparait à un chef d'État. J'ai dit non, c'est la mort et le sommeil. Non, il faut comparer toujours les choses qui sont comparables. D'accord. Voilà. Donc, en termes de citation, en ça, termes essentiel. de proverbes, ou bien d'ouvrages également que vous avez lus, qui vous a marqué? Je ne tire jamais les ouvrages des citations, pour des raisons simples que je vous ai données. Le soleil que vous voyez là, il ne s'est pas levé aujourd'hui. Il ne s'est pas levé aujourd'hui, évidemment. Chaque matin, il se lève, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il s'est levé. Quand le Konon sort chez nous, le grand fétiche, c'est l'une des premières choses, c'est de rappeler à tout le monde le soleil qu'on voit là. Il ne s'est pas levé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont là depuis très longtemps. Et il ne faut pas se tromper dessus. Ces vérités, ça doit être la base de notre vie. Le soleil ne s'est pas levé aujourd'hui. Comme quoi l'Afrique est très ancienne. Elle est là depuis longtemps. Elle est là, on ne savait même pas que la France allait exister un jour, mais nous étions là.
Le Moro Naba est là avec les Nabas depuis le XIe siècle. La France, ça date de quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est quasiment les temps modernes. Les temps modernes ont commencé en 1453 après Jésus-Christ. En un temps record, ils nous ont supplantés quand même. Mais ils nous ont supplantés parce que justement nous dansons en rond. Parce qu'il faut que nous inventions. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour nous, dans la mesure où, sur le plan technologique, ils nous ont vite dépassés. C'est grâce à ça qu'ils nous ont dominés, sinon ils n'auraient pas pu nous dominer. En tout cas, le soleil, que vous voyez là, il ne s'est pas levé aujourd'hui. De la même chose, quand l'œuf pense qu'il est malin, mais le poussin qui marche à côté. Quelquefois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus malins que vous, alors que vous savez bien que c'est faux. Donc l'œuf ne doit jamais penser qu'il est supérieur au poussin qui est là. Celui est déjà sorti de la coquille. Ainsi de suite, il y a tellement de proverbes comme ça. Voilà. D'accord. Eh bien, maintenant, nous passons à la rubrique Souvenirs, où nous allons faire défiler une série de photos que vous allez commenter. Nous suivons. Ça, je suis à j'ai animé un séminaire il y a 2 ans pour l'UEMOA, un séminaire sur la logistique. Celui qui est à ma droite, là, c'est le directeur de cabinet du président de la commission de l'UEMOA. Et c'était un séminaire sur la logistique. La logistique, c'est les techniques et la science d'écrire les lois et les textes juridiques. Et on peut être un très bon juriste, mais ne rien connaître en logistique. Connaître le droit, c'est connaître les textes. Mais ça ne veut pas dire que vous savez comment on fabrique ces textes. Alors la logistique, c'est ça. Et c'est d'ailleurs moi-même qui ai formé aussi pendant une semaine les membres du Conseil constitutionnel en logistique. C'est le lendemain de ça que je suis venu pour ce séminaire-là. C'était à l'UEMOA. Alors, ça c'est moi et Topan Sané. Ok. En 71. En 1971, à Bobo-Dioulasso. Le jeune, celui qui est à ma gauche, là. Ça faisait un peu style Arafat avant l'heure. C'est Topan Sané. C'est Topan Sané qui était à l'époque au collège Charles Luanga de Nouna. Ok. Voilà. Ça, c'est dans mon bureau comme président de l'Assemblée. Ça, c'est le président Faure Gnassingbé qui est en train de me remettre la décoration de commandeur de l'ordre du Mono. L'ordre du Mono au Togo, c'est comme ce qui correspond aux ordres nationaux ici. Ils appellent ça, c'est un fleuve, c'est l'ordre du Mono. Et ça, c'est le président Boni Yahi. On est en train de se saluer. J'étais allé à une session du comité interparlementaire de l'UEMOA, à Cotonou. Et à sa droite, c'est le président de l'Assemblée. Ça, c'est quand je suis devenu chef scout en 1968. Ici, en novembre 68. On s'apprêtait à aller à un camp à Sava. On partait pour les camps à Sava uniquement. Les scouts aimaient ça. C'était essentiellement, en fait, pour la viande des chiens. C'était pour ça. Et ça, c'est les groupes de chefs scouts vraiment qui m'ont bien entouré en 72-73. Et c'est moi qui joue au balafon ici en juillet 73, à Zaktouli. Quand vous arrivez à Zaktouli, vous avez une forêt d'eucalyptus à droite, là. C'est moi qui les ai fait planter en juillet 73 au cours d'un camp scout qu'on appelait l'opération tapis vert. Et c'est là-bas que je jouais au balafon comme ça. Et là, je suis en train de danser avec des chasseurs béninois. Ouais, c'est avec toute la famille, avec mes enfants, les cousins, etc. Et la maman de mon épouse. Et à droite, c'est la femme de mon fils aîné, l'épouse de mon fils aîné. Il vit à Abidjan. Nous tirons vers la fin de l'émission, mais nous avons une dernière vidéo que nous allons visionner. Je te souhaite une très bonne santé, parce que tu en as besoin, parce que tu as encore beaucoup à donner au Burkina Faso. Donc, que les ancêtres de Bogola, de Kankalaba, te suivent, et que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, auquel moi je crois aussi, puisque tu as été baptisé, tu t'es débaptisé après, mais on est baptisé pour la vie.
et que Jésus-Christ également t'accompagne et bénisse toute ta famille. Et je fais un clin d'œil à ton épouse Annie. Au-delà de tout ça, il est temps maintenant que tu te ménages parce que tu n'es plus jeune. Tu es suffisamment vieux, je pense. Il faut commencer à te ménager sur ces routes-là. Je vois que tu es en politique. Il n'y a pas longtemps, tu étais sur le terrain. Ou bien tu vas me dire, voilà, je vais à Bougoula pour égorger mes poulets. Je pense qu'il faut trouver le moyen de mettre tes fétiches à domicile ici et puis voyager de moins en moins parce que les routes sont longues. Tu es fatigué maintenant, donc moi je tiens à ta santé et je te conseille de tenir compte de cela. Président Mélégué, le conseil aujourd'hui, en son temps, c'est vous qui me conseillez, comme un parrain, comme un tuteur, comme un père. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire que vu le travail que vous avez abattu durant tant d'années, en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre, en tant que président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en tant que président d'une structure privée, je dirais que vous avez tant donné pour ce pays. Aujourd'hui, je constate que malgré votre âge, vous continuez à vous donner comme si vous aviez 20 ans, 30 ans. Je pense en toute honnêteté que vous méritez maintenant de, je ne dirais pas casser le rythme, mais de diminuer le travail pour maintenant jouir de tout ce que vous avez fait. Et puis la suite, nous allons assurer parce que vous avez formé des jeunes, vous avez formé une relève qui peut effectivement vous représenter valablement partout où vous serez. Je voudrais te demander de prendre un peu plus de temps pour toi-même. Tu nous as déjà consacré beaucoup de temps. Tu as consacré ta vie, toute ta vie pratiquement, à la famille, mais tu ne prends pas assez de temps pour toi-même. Tu as réussi, tout simplement. Tu as réussi dans ta vie de père, tu as réussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, tu as réussi tout court. Voilà. Tu n'es pas riche aujourd'hui, c'est vrai que tu es quand même passé par pas mal de postes quand même assez costauds dans ce pays. J'ai même envie de dire que tu as contribué quand même à construire d'une manière ou d'une autre ce qu'est le pays aujourd'hui. Et ça, c'est sans regret. Je pense qu'il ne faut même pas que tu regrettes parce que tu as donné le meilleur de toi. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs une valeur que tu nous as aussi, léguée d'une manière ou d'une autre. Être fier de ce qu'on fait. Et moi, je pense que tu peux être fier. Un mot? Non. Bon, je suis ce que je suis. Mais c'est vrai que moi-même, je sens maintenant le besoin de me reposer de temps en temps. Parce que même le dimanche, je suis au bureau. C'est vrai. Il y a encore quelques années, je me levais à 4 h du matin et à 4 h 30, j'écoute la BBC, le journal de la BBC. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Donc, je peux rester jusqu'au lit à 6 h, 6 h 30, 7 h. Ça ne m'arrivait pas avant. Donc, je sens moi-même le besoin de diminuer le rythme et peut-être de prendre de temps en temps, au moins d'interrompre le travail une fois dans la semaine au lieu d'être parce que moi, je suis au bureau même les dimanches. Ça, c'est sûr que ce qu'ils ont dit là, je suis entièrement d'accord. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de la télévision BF1. Non, je pense que ce sera surtout vers les jeunes. Les jeunes, je pense qu'on a un pays qui est formidable. Mais ce pays-là, nous, notre génération, c'est en train de finir. Je pense que les 2 prochaines élections présidentielles, je ne parle pas de celles qui viennent, ce seront les dernières de notre génération, c'est sûr. La génération qui va venir, c'est les jeunes, c'est vous autres. Et les jeunes, il faut que vous méritiez aussi le faire devenir aux affaires. Et les anciens, nous avons le devoir d'aider les jeunes à venir aux affaires dans de bonnes conditions. C'est ce que moi je pense en toi, c'est dans toute sincérité. Et je crois que notre pays a beaucoup d'avenir, malgré l'adversité que nous avons actuellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé dans les journaux, et je vais travailler là-dessus, que nous organisions un forum national des communautés, de telle manière à ce que les problèmes qu'on voit poindre là, interethnique, il faut arrêter. Il ne faut pas que ça survienne. Dès lors que nous allons organiser ce forum
des communautés, il faut que les jeunes jouent un rôle important dedans parce que les aînés nous ont légué un pays dans lequel il n'y avait pas de sentiment ethnique dans les partis politiques ni rien. Ils ont su conserver ça. Nous avons pris la relève, on l'a conservé. Il faut que les jeunes continuent. Eh bien, merci de nous avoir reçus chez vous. Oui. Merci d'avoir partagé ces riches expériences et leçons de vie avec les téléspectateurs. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés fidèles à la télévision BF1. Nous espérons que vous avez reçu beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. Nous avons pris du plaisir à égrener les leçons de vie avec son Excellence Mélégué Traoré, désormais le Maurice, il faut le mettre en guillemets. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines émissions. Merci.